Arsenal, c'est l'heure du bilan. Bienvenue à tous les socios, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de temps additionnel. Ça faisait longtemps, à vrai dire, qu'on vous avait pas retrouvé dans ce genre de format. Vous l'avez compris, il est temps de faire le bilan de la saison des Gunners qui ont perdu le titre. Et avec moi, pour faire ce bilan, à ma droite, Elton Mokolo. Salut Elton. Salut Sam, salut Najim. Et salut à toutes les personnes qui vont bien évidemment regarder ce nouveau temps additionnel. Comment tu vas ? Écoute, ça va très bien. Optimiste à l'idée de faire le bilan de la saison des Gunners ? Bah oui, il y a quand même des choses très encourageantes et très bien à dire du côté d'Arsenal, en dépit du fait que voilà, la fin de saison n'a pas été celle qu'on aurait espéré du côté d'Arsenal. Spoiler, on va quand même parler de choses plutôt positives avec également Najim Medini. Salut Najim. Salut Sam, salut Elton, salut à tous. Très content d'être là forcément. Bon, il n'y a pas eu le titre à la fin, mais quand même, aujourd'hui, je pense qu'on s'en est un petit peu remis. On a eu le temps de faire le deuil un petit peu de cette fin de saison un petit peu catastrophique. Et comme l'a dit Elton, on va quand même surtout dire des trucs positifs sur Arsenal. Donc je suis quand même content de pouvoir faire ce bilan. Parce que c'était une saison longue dans laquelle Arsenal était au final à la course au titre, dans la course au titre avec Manchester City, mais suite à cette défaite face à Nottingham Forest et une fin de saison très compliquée, c'est finalement City qui a glané son 6e titre sur les 7e saisons, c'est quand même assez exceptionnel. Manchester City, on en parlera plus tard. Pour faire le bilan, on va revenir peut-être... au tout début de cette saison, pour reposer un petit peu le contexte, parce qu'on se rappelle, Arsenal aborde une nouvelle année de reconstruction sous Mikel Arteta. L'objectif est clairement affiché, faire le top 4. Beaucoup sont réticents au début de saison. On se demande un petit peu où va aller la saison d'Arsenal. Et puis elle commence, avant même le jeu, par des recrutements, ceux de notamment Zinchenko et Gabriel Jesus, qui sont quand même des sacrées pièces ajoutées à Najim. Ouais, clairement, c'était les recrues dont avait besoin Arteta pour pouvoir faire évoluer en fait son projet de jeu. Parce que mine de rien, Arteta donc arrive au mois de décembre 2019 et il y a une progression. Alors une progression qui n'a pas forcément été linéaire parce qu'il y a eu cette victoire en FA Cup en 2020, il y a eu une saison très compliquée ensuite en 2020-2021 où Arsenal termine 8e. Mais derrière, il y a notamment cette deuxième partie de saison l'an dernier où déjà on voit des vrais progrès du côté d'Arsenal. On voit des progrès au niveau des résultats, mais surtout au niveau du jeu. Et ces recrutements, en fait, ils ont permis à Arteta de faire réellement évoluer son projet de jeu et de pouvoir faire en sorte qu'Arsenal joue un petit peu avec les principes de jeu qu'il a pu voler en quelque sorte un peu à Pep Guardiola, avec qui il a travaillé pendant longtemps, et notamment cette capacité en fait à jouer en 3-2-5. Pour pouvoir jouer en 3-2-5, il te faut des profils en fait bien définis. Et Zinchenko notamment en fait partie. C'est typiquement un latéral qui est capable de jouer à l'intérieur du jeu. Donc déjà, tu as cette première évolution. Tu as aussi des profils qui change complètement. Je pense notamment à Granit Xhaka qui devient un joueur qui se projette dans le demi-espace, qui arrive lancé. Donc clairement, Mikel Arteta fait des ajustements et ces recrues-là permettent toute cette évolution. Je pense aussi à Gabriel Jesus qui notamment en début de saison fait un début de saison complètement incroyable. Il enchaîne les buts, il enchaîne les bonnes performances. Et on se rappelle de ses premiers matchs à Gabriel Jesus, Elton, pour continuer dans l'installation de cette nouvelle équipe. Moi, je me rappelle personnellement, sur les 3-4 premiers matchs, je me suis dit, incroyable. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait avant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur de ce calibre-là. Tu avais un peu le même sentiment ? Tu as senti la dynamique changer très tôt dans la saison ? Oui, ça découle de quoi ? Ça découle d'un mercato de consolidation. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est très important pour définir le mercato d'Arsenal. Parce que, autant l'été dernier, on était dans un mercato qui annonçait pour moi l'an 1, notamment du projet Arteta, parce que la saison 2020-2021 est très compliquée. Mais à partir de la saison 2021-2022, tu as fait un reset avec notamment des ajouts qualitatifs comme notamment Ramsdale. Et là, on était sur un mercato Odegaard. Là, on est, bon, même s'il était en prêt, là, tu avais un mercato de consolidation où à partir du moment où tu avais défini ta base, à partir du moment où tu avais notamment consolidé une dynamique qui t'avait permis d'être 5e, là, tu pouvais viser des ajouts qualitatifs, des ajouts qui allaient t'apporter notamment ce plus. Zinchenko s'inscrit dans ce contexte-là, Gabi Jesus s'inscrit dans ce contexte-là, de par son expérience du côté de la Première Ligue, de par le fait qu'il a été multiple champion d'Angleterre. Donc en ce sens, oui, effectivement, dès qu'il arrive, ça annonce une nouvelle couleur footballistique pour Arsenal. On la ressent dès les premiers matchs, on se dit que Arsenal joue à quelque chose de très sérieux. Et on en oublie quand même un. C'est William Saliba. Alors c'est ce que j'allais dire, c'est les ajouts. Il y a les ajouts en termes de recrutement, et puis il y a ceux qui étaient déjà là et qu'on installe ou qu'on fait jouer différemment. Tu as parlé de Xhaka qui a eu un rôle totalement différent. Partey, c'était vraiment l'année de la confirmation. Voilà, il a eu l'adaptation à la Première Ligue, etc. Et il a pris la place qu'il devait prendre. Et puis, décaler White à droite qui a été bon et installer Saliba qui a été pendant 6 mois exceptionnel. Clairement. Et tu sais, je vais même aller plus loin que ça. Pour moi, la saison, elle commence pas avec cette victoire 2-0 contre Crystal Palace, qui était le premier match de la saison, mais elle commence avec la pré-saison. Parce que la pré-saison d'Arsenal, elle est excellente. Tu gagnes 4-0 contre Chelsea et tu gagnes 6-0 contre Séville.
Et moi, je me souviens encore de ces matchs-là. C'est vrai. J'avais pris énormément de plaisir à les regarder jouer. Et franchement, alors je savais évidemment que c'était des matchs de pré-saison et qu'il faut toujours prendre avec des pincettes les matchs durant cette période estivale. Mais quand même, tu vois une qualité de jeu véritablement au-dessus de ce qu'Arsenal avait pu faire la saison passée. Tu vois des nouvelles recrues, notamment Gabriel Jesus, qui arrivent tout de suite à s'adapter. Tu sens une alchimie. Tu te dis, tiens, cette saison, elle peut démarrer que sur des chapeaux de roue. Et c'est ce qui s'est passé. Donc pour moi, je pense déjà qu'il y a quelque chose qui s'est créé durant cette pré-saison. Parce que quand tu gagnes 4-0 contre Chelsea, puis 6-0 contre Séville, tu arrives avec de la confiance et surtout, tu crois au discours du coach. Et le discours du coach, il était quand même, comme j'ai pu l'expliquer en termes de projet de jeu, un peu différent des années passées. Pour rapidement expliquer un petit peu comment jouait Arsenal, il jouait en 3-2-5, c'est-à-dire que tu avais cette ligne de 3 derrière avec donc Gabriel, Saliba, t'en as parlé, qui était en prêt l'année dernière à l'Olympique de Marseille et qui a su directement s'adapter à Arsenal et s'imposer vraiment comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de Première Ligue cette saison. Tu avais Ben White qui était à la base un défenseur central qui a été excentré sur le côté droit mais qui, sur les phases offensives, reste plutôt proche des défenseurs centraux. Ensuite, tu as ces deux milieux de terrain, Thomas Partey qui joue un peu le rôle de Rodri du côté de Manchester City, donc l'organisateur, le chef d'orchestre. Et à ses côtés, tu avais Zinchenko qui à chaque fois venait sur les phases avec ballon jouer à ses côtés, ce qui permettait en fait aux deux milieux relayeurs de pouvoir s'avancer dans les demi-espaces, qui était donc Odegaard, qui lui s'infiltrait dans le demi-espace droit, et Granit Xhaka, qui lui s'infiltrait dans le demi-espace gauche. Ça a permis à Granit Xhaka de marquer au moins 6 ou 7 buts, toutes compétitions confondues. Et puis ensuite, tu avais les ailiers, Saka et Martinelli, qui eux collaient la ligne de touche et avaient pour but en fait de vraiment apporter d'apporter de la largeur et surtout de provoquer et de réussir leur 1 contre 1. Et c'est vrai que quand tu as Martinelli, qui est une pile électrique, et Bukayo Saka, qui a peut-être été l'un des meilleurs joueurs d'Arsenal cette saison, forcément ça te facilite la vie. Et enfin Gabriel Jesus, qui lui avait un profil très différent de ce que pouvait avoir Lacazette, c'est-à-dire que Lacazette lui faisait beaucoup en fait des appels verticaux, c'est-à-dire qu'il venait s'insérer au milieu de terrain mais il faisait pas beaucoup d'appels sur les côtés. Tandis que Gabriel Jesus, lui, avait une mobilité beaucoup plus grande. À la fois, il venait décrocher pour pouvoir jouer ce rôle de faux numéro 9, mais en même temps, il s'excentrait aussi sur les côtés pour pouvoir combiner. Et puis même balle au pied, Gabriel Jesus est capable de plus de choses, entre guillemets, qu'un Alexandre Lacazette. Au final, ce qui est très important, notamment, c'est pas parler en termes de position, mais en termes de rôle. Et c'est quelque chose qui est très important, parce que si on devait définir quelque chose en ce qui concerne Arsenal, c'est sa fluidité. C'est sa fluidité dès lors qu'il y a des positions, entre guillemets, théoriques, mais les rôles sont tout autres. À savoir qu'on a vu notamment à travers le positionnement de Xhaka, à travers le positionnement de Jesus, à travers le positionnement de Zinchenko, des choses qui ont contribué notamment à rendre Arsenal compétitif, ce qui est la chose la plus importante. Et c'est pour ça que je voulais recentrer en parlant davantage de projet club, parce que c'est quelque chose qui est très important. Il y a eu un écho entre ce que tu as fait sur le terrain, bien évidemment, sur le mercato et à travers la direction de ton club. Parce que, et d'où on avait parlé du côté de The Athletic, c'était la saison la plus importante, notamment pour qu'Arsenal fasse un saut qualitatif, notamment ce qui concernait les objectifs. Et je pense qu'entre ce qui a été dit, notamment à travers Edu, et entre ce qui s'est avéré par la suite, sur le terrain bien évidemment, et ben là pour le coup il y a une continuité, il y a une cohérence. Donc c'est pas tous les jours que des clubs annoncent des objectifs et que in fine il y ait ces objectifs qui se traduisent sur le terrain, avec notamment la manière. Parce que c'est ce qui nous a enchanté, c'est cette manière. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait quitté Arsenal et les Gunners dans la frustration et la déception, parce que quand même, cette 4e place avait échappé, même si on était quand même toujours dans ce processus de reconstruction et que dans le jeu, on avait vu vraiment des améliorations. Mais les discours à la fin, c'était la dernière fois qu'on peut se permettre de terminer 5e. L'année prochaine, si on n'est pas 4e ou 3, 2 ou premier, enfin dans le top 4, ça va être une vraie déception. Là, on a vu s'afficher à l'écran les récents classements d'Arsenal. Et là, dans ce début de saison, on voit rapidement qu'on est dans la continuité de ce qui se faisait en jeu, mais qu'en plus de ça, il y a les résultats. Et c'est ça qui fait vraiment plaisir en fait. Bien sûr. Il faut quand même rappeler qu'Arsenal n'avait pas terminé dans le top 4 depuis la saison 2016-2017, donc c'était quand même il y a une éternité. Et je pense vraiment que ce qui s'est passé la saison dernière a aussi eu un effet déclic. C'est-à-dire que notamment ces deux défaites contre Tottenham et Newcastle qui ont fait perdre le top 4 à Arsenal en toute fin de saison, je pense qu'au niveau du caractère et de la personnalité, ça leur a donné un plus. Puis tu l'as dit, effectivement, il y avait les résultats, mais vraiment la manière, vraiment pour moi, sur 25 journées au moins, Arsenal est la meilleure équipe de Première Ligue en termes de contenu. Cette année ? Ouais, cette saison. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que vraiment, en termes de qualité de jeu, on s'est régalé. On avait une équipe d'Arsenal qui, en plus... En fait, ce qui est très intéressant, c'est que tu sentais vraiment que tous les joueurs avaient adhéré au projet de jeu de Mikel Arteta. Tu sentais qu'ils y croyaient à fond. Et ça se voyait dès les premières minutes du match. Parce qu'il y a eu beaucoup de matchs où Arsenal a démarré très fort.
C'est-à-dire que dès les premières minutes, tu sentais une équipe d'Arsenal qui était concernée, qui était déjà dans son match. Ils n'avaient pas besoin de round d'observation, ils n'avaient pas besoin de s'adapter à l'adversaire. Souvent, il y avait besoin d'une mi-temps pour vraiment se mettre en route. Ça pouvait arriver, mais la plupart du temps, et notamment en début de saison, hormis le match notamment contre Fulham, qui était en début de saison, qui était durant l'été, où tu perds 1-0 et finalement tu reviens en toute fin de match et tu l'emportes 2-1. Mais je pense notamment au match contre Leicester, la victoire 4-2, ou la victoire même contre Bournemouth 3-0 en début de saison. Ce sont des matchs où tu démarres bien, où très vite, dès le début du match, tu imposes quelque chose à l'adversaire. Le rapport de force, en fait, il était dicté par Arsenal. Et ça passe à la fois donc par ce système de jeu dont je parlais, cette espèce de 3-2-5, cette volonté donc d'être proactif et de s'installer dans le camp adverse. Mais ça s'inscrit aussi dans une volonté aussi d'Arsenal de vite récupérer le ballon. On n'en a pas parlé, mais le pressing d'Arsenal, il était absolument magnifique cette saison. C'est-à-dire que c'était une équipe qui, dès qu'elle perdait le ballon, était capable de très vite le récupérer. Et pour moi, le meilleur exemple, c'était pas en début de saison, c'était en janvier, c'était le match contre Tottenham notamment, la victoire 2-0, où sur toute la première mi-temps, Tottenham ne parvient même pas à sortir de sa moitié de terrain. Parce qu'en fait, Arsenal impose un pressing à l'adversaire, il récupère le ballon très haut, il le récupère très vite, et ça permet en fait à chaque fois à Arsenal d'être dans le camp adverse et de multiplier les vagues. Donc, franchement, en termes de qualité de jeu, on a eu une équipe d'Arsenal qui était excellente. Et d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup parlé aussi des retournements de situation d'Arsenal, où il y a eu quelques matchs où ils étaient menés et Arsenal a su revenir dans la rencontre. J'ai parlé de Fulham, mais les deux meilleurs exemples sont Aston Villa, où tu gagnes 4-2 avec un but à la dernière seconde de Jorginho, enfin un but contre son camp de Emiliano Martinez, mais sur une frappe de Jorginho. Et puis évidemment, peut-être le meilleur moment de la saison en termes d'émotion, la victoire contre Bournemouth avec le but de Nelson à la toute dernière seconde. Mais ça, c'était dû aussi à quoi ? C'est parce que les joueurs d'Arsenal savaient qu'ils avaient un plan et savaient en fait ils savaient à quoi se raccrocher en fait lorsqu'ils étaient menés. Ils savaient qu'ils avaient un plan qu'ils devaient respecter à la lettre et en fait même lorsqu'ils étaient menés, ils avaient quelque chose à quoi se raccrocher. Exactement. Et donc ils savaient que en jouant de la manière dont ils apprennent à l'entraînement et qu'ils ont pu produire sur les matchs précédents, ils savaient qu'ils pouvaient revenir. Et c'est ce qui a fonctionné en fait. Et ce qui a permis à Arsenal. Il y a quelque chose qui est très important, c'est la conviction, c'est l'état d'esprit. C'est une valeur cardinale pour Mikel Arteta. On avait eu l'occasion de le voir notamment lors du documentaire qui relatait la saison 2021-2022. On sent vraiment que c'est une équipe qui est animée par une forme de conviction, une conviction qui est inébranlable. Bon, ça c'est moins vu évidemment sur la fin de saison parce que là il était question de quoi ? Il était question d'aller chercher un titre et là c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué, mais toujours est-il dans ces rencontres cet état d'esprit, chose qui a été critiquée notamment par les détracteurs d'Arsenal, à savoir que notamment dans ces moments où c'était très compliqué, Arsenal avait tendance justement à baisser le pied. Non, justement, dans ces moments-là, ils ont fait un pas en avant pour aller chercher ces fameuses victoires. Tu as évoqué les exemples face à Bournemouth. On aurait très bien pu dire les matchs au cordeau face à Liverpool, face à Manchester United. Tout ça qui ont contribué justement à dessiner la saison d'Arsenal et à asseoir notamment le fait qu'Arsenal était un contender pour la Première Ligue. Et alors justement, ce que tu viens de dire, la transition est parfaite. Petit à petit, on commence à se rendre compte qu'Arsenal est un prétendant sérieux à ce top 4 et même à plus. Arsenal va se retrouver dans la course au titre. Et je me rappelle qu'il y a eu un moment dans la saison où on savait pas trop si on pouvait le dire. Il y a eu un moment un petit peu tendu où même moi je me rappelle, je l'avais dit sur Twitter, je me rappelle plus après quelle victoire, je pense que cette fois on peut le dire, Arsenal est dans la course au titre et les supporters d'Arsenal eux-mêmes disaient non laissez-nous tranquille, l'objectif c'est le top 4, mais il faut dire ce qui est, Arsenal était dans la course au titre et je vais même dire plus, c'était l'attraction du championnat. Tout le monde voulait regarder Arsenal jouer. Il n'attendait qu'une seule chose, c'était qu'Arsenal rentre sur un terrain de football. Bien sûr, il y a eu encore une fois, j'insiste là-dessus, mais il y a eu très, très peu de matchs décevants en fait de la part d'Arsenal. Encore une fois, en termes de spectacle, d'attractivité, très souvent quand tu te posais devant Arsenal, tu savais que tu allais passer un bon moment. Et la promesse en fait qu'on te faisait, elle était respectée. Mais effectivement, oui, Arsenal s'est invité un petit peu comme ça dans la course au titre alors qu'on les attendait pas, parce que tu l'as dit, l'objectif c'était le top 4. Tu l'as dit aussi par rapport à l'interview de Edu, il avait clairement dit, il avait dit que dans le plan en fait qu'avait dessiné Arsenal. Et donc rappelons, est le directeur technique d'Arsenal, parce exactement. qu'on a oublié de le préciser. Il arrive un petit peu avant Arteta, il arrive durant l'été 2019, après la Copa América, notamment avec le Brésil, parce qu'il avait un rôle aussi il était avec coordinateur du côté de la section brésilienne. Exactement. Il arrive à l'été 2019, c'est lui notamment qui choisit Mikel Arteta après le renvoi de Unai Emery. Et il y avait ce projet, et c'est là aussi où il faut vraiment applaudir notamment les dirigeants d'Arsenal. Il y avait ce projet de faire en sorte qu'Arsenal revienne dans le top 4, mais en laissant du temps en fait à Mikel Arteta, en lui donnant les recrues entre guillemets qu'il souhaitait, ou en tout cas des profils qui étaient adaptés à son projet de jeu. Ça a pris un petit peu de temps à arriver, mais en tout cas dans l'idée de Edu, c'était de faire en sorte que Arsenal termine dans le top 4 lors de la saison 2022-2023. Et donc on y est clairement en fait. Arsenal a vraiment respecté à la lettre le plan en fait qui avait été dessiné par le directeur sportif d'Arsenal. Et l'année dernière, notamment lorsqu'Arsenal échoue
au top 4, il avait dit que, bon, Arsenal a échoué, mais en quelque sorte, c'était pas l'objectif numéro 1, évidemment, était de faire top 4, mais on s'attendait à ce que ça prenne encore un peu plus de temps. Et donc, pour revenir à la course au titre, je pense qu'au moment de la trêve internationale de la Coupe du Monde, quand tu vois qu'Arsenal, sur 16 matchs, est à 14 victoires et un match nul contre Southampton et une défaite contre Manchester United, bah là, forcément, tu commences à te dire qu'Arsenal, quand même, est bien parti pour s'inviter à la course au titre. Moi, le moment où j'y ai le plus cru et vraiment le moment où je me dis Arsenal là est vraiment impliqué dans cette course au titre et peut vraiment faire quelque chose, c'est après la double victoire contre Tottenham, donc la victoire dont je parlais tout à l'heure, la victoire 2-0 ou la première mi-temps. Je vous la recommande à tous ceux qui ne l'ont pas encore vue, mais la première mi-temps contre Tottenham est de très grosse qualité. C'était en plus au Tottenham Hotspur Stadium. Et puis ensuite, derrière, tu gagnes contre Manchester United, la victoire 3-2 avec un but à la dernière seconde de Nketiah. Ouais, c'est au cœur d'un mois de janvier qui était compliqué. Exactement. Et tu avais ces deux affiches Tottenham United. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'Arsenal fasse 6 points sur 6. En fait, on se disait justement, là, on va vraiment savoir si à la fin de ces deux matchs-là, Arsenal va être capable de rentrer dans la course au titre. Et ça amène un point intéressant, Elton notamment, sur ces changements de dimension. Arsenal est passé dans une autre dimension cette saison parce qu'Arsenal a été capable de glaner des points contre toutes les équipes, y compris les équipes du Big Six. Alors il y a eu cette défaite, sauf une. Il y a eu sauf une, Manchester City. Mais voilà, cette stat elle est là. Arsenal a obtenu 19 points face au Big Six de Première Ligue cette saison, contre 9 la saison dernière, c'est 10 points de plus. On avait cette impression, notamment avec cette victoire que tu as mentionnée tout à l'heure face à Liverpool, que plus personne ne pouvait se mettre entre guillemets sur le chemin d'Arsenal et qu'ils étaient capables en tout cas de battre n'importe qui. Ou presque. Pour moi, Sam, il y avait un côté inéluctable quand tu regardes les victoires face à Liverpool, quand tu parles des victoires face à Manchester United, du moins à domicile, à savoir que du côté d'Arsenal, par sa persistance, par sa persévérance notamment, à mettre des coups de boutoir à Liverpool, à mettre des coups de boutoir à Manchester United, à chaque fois, tu as réussi à emporter les victoires dans les dernières minutes. Donc tout ça pour dire que du côté d'Arsenal, sa capacité à se hisser, notamment dans les grands rendez-vous, a été quelque chose qui a été vraiment très intéressant. C'était pour moi l'une des grandes satisfactions du côté d'Arsenal, parce que c'était quelque chose qui était reproché notamment la saison dernière, où tu avais notamment manqué ces virages. Je fais référence notamment à la défaite 2-0 face à Liverpool. Et là, bon, même si Liverpool n'était pas sur une saison qui a été grandiose, a priori Liverpool ne jouera pas avec des champions la saison prochaine. Manchester United est dans un processus de reconstruction, pardon. Ça reste des victoires qui sont très importantes pour Arsenal, notamment pour cette idée de progression, pour cette idée de se dire que notamment sur les grands rendez-vous, pour des marqueurs qui donne un autre sens à ta saison, Arsenal a su répondre présent. Et j'ai même envie de te dire, la défaite face à Manchester City, pour moi, a renforcé Arsenal dans sa capacité... La première défaite, j'insiste là-dessus, a renforcé Arsenal dans sa capacité à être un candidat crédible pour le titre. C'est pas parce qu'ils ont perdu, bien évidemment, mais c'est surtout parce que ils ont modifié le contenu du match et pour avoir modifié l'approche de Manchester City. Rappelons-nous, Manchester City s'impose en ayant quoi ? 35% de possession de balle. Donc déjà, on avait dans l'idée que Arsenal pouvait influer notamment sur le rendement de Manchester City. Et quand ça, même s'ils avaient perdu, tu te disais que, notamment sur un match retour, et même au-delà de Manchester City, notamment sur les autres matchs, ils conditionnent toutes les autres équipes. Et donc, par rapport à ça, c'est un candidat qui est vraiment crédible. Puis avant de passer à ce qui a manqué dans la course au titre, on va parler de ce qui a permis aussi à Arsenal de se maintenir à ce niveau-là. On va parler des cadres. On peut en parler de 3, on en a cité 3. Tu me dis si tu veux en citer d'autres, Najim, je sais que tu as pas mal de noms à citer. J'ai sélectionné 3 noms personnellement. Bukayo Saka, Martin Odegaard et Thomas Partey, qui vraiment ont permis de maintenir un équilibre et un niveau de performance très très haut et de faire qu'Arsenal était dans la course au titre sur la saison. Clairement, c'était des marqueurs très très forts de cette équipe d'Arsenal. Alors je suis obligé de rajouter quand même Ramsdale, qui pour moi était le meilleur gardien de Première Ligue. Et c'est vrai qu'on a tendance souvent à oublier les gardiens, mais Ramsdale a aussi permis à Arsenal de gagner des matchs parce qu'il y a eu souvent des parades importantes qu'il a pu faire durant la saison. Et même cette défense centrale, Saliba qui pour moi a été le meilleur défenseur d'Arsenal sur l'ensemble de la saison en termes de régularité. D'ailleurs, on a vu que lorsqu'il n'était pas là en fin de saison, ça s'est ressenti. Et Gabriel a eu un petit peu de mal sur la première partie de saison, juste avant la Coupe du Monde. Mais après la Coupe du Monde, il est revenu à un très bon niveau. Et les supporters d'Arsenal le savent. Gabriel est un défenseur avec de très très grandes qualités. Moi, c'est un défenseur que j'aime beaucoup. Malheureusement, son seul défaut, c'est qu'il peut parfois avoir quelques sauts de concentration. Mais pour revenir notamment sur les cadres dont tu as parlé, oui, on est obligé de parler de Thomas Partey déjà, parce que Thomas Partey, ça a été, pour moi, je disais souvent que Thomas Partey était le joueur le plus important d'Arsenal et Bukayo Saka était le plus dangereux. Le joueur le plus important, pourquoi ? Parce que tous les ballons en fait passaient par Thomas Partey.
à chaque fois qu'il y avait une occasion d'Arsenal, à un moment ou à un autre dans l'action, le ballon passait dans les pieds de Thomas Partey. Parce que c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui orientait le jeu. C'est lui qui dictait si le jeu allait plutôt pencher à droite vers Bukayo Saka ou Odegaard, ou alors est-ce qu'il allait plutôt pencher à gauche vers Martinelli. C'est lui qui, notamment sur les phases de pressing, et notamment lorsque l'adversaire essayait de jouer long... Infernal. Le premier à initier le contre-pressing. Exactement. Ou alors quand il y avait la capacité à remporter les seconds ballons, très souvent, Thomas Partey était impliqué dans cette bataille du second ballon. Donc franchement, à part sa fin de saison qui a été très compliquée pour Thomas Partey, pendant 30 matchs, Thomas Partey, c'est le joueur le plus important. Sur chaque match, il est très bon. Ensuite, tu as Odegaard qui pour moi a été l'un des meilleurs. Voilà, j'ai souvent dit que pour moi, la marge de progression un peu d'Odegaard, c'est notamment dans les gros matchs. Je pense que Odegaard, t'as des fois des matchs, tu sais, contre des clubs de moitié de tableau où il va être excellent, où il va être capable de te marquer un doublé, où il va être capable de te faire 6 passes clés dans le match. Et dans les gros matchs, parfois, t'as du mal à retrouver cette même version. Tu vas avoir une version un tout petit peu moins forte de Odegaard. Et puis enfin, Bukayo Saka qui pour moi, voilà, encore une fois, a réalisé une immense saison. On pourrait rajouter aussi Martinelli. C'est tellement compliqué. En fait, Arsenal a fait une telle saison qu'en vrai, on pourrait parler de quasiment tous les joueurs. La fiche saison de Bukayo Saka, c'est quand même très sérieux. C'est énorme. Bon, déjà, il termine la saison en double-double, 13 buts inscrits, 11 passes décisives. Il est à la fois décisif par le but comme par la passe. Moi, je me souviens notamment de son match justement contre Liverpool où il a inscrit un doublé lors de la victoire 3-2, où il a été extrêmement performant. Voilà, Bukayo Saka, c'est le genre de joueur. Tu sais ce qui va se passer avec lui, quoi. Tu sais que quand il va avoir le ballon, il va provoquer, il va percuter, il va créer du danger, et tu sens que l'adversaire a peur et recule. Elle est là la grande force de Bukayo Saka. Et puis moi, j'en ai souvent parlé de Bukayo Saka, je l'ai souvent mis en avant, mais c'est sa régularité, moi, qui m'impressionne. Parce que ça fait 3 ans déjà que Bukayo Saka est à un très bon niveau. Là, il a encore une fois passé un cap. Et pour moi, j'ai souvent dit que c'était pour moi un joueur un peu sous-coté dans cette première ligue. Cette année, je pense qu'il a un petit peu remis les pendules à l'heure. Pour moi, la thématique des cadres, elle est très importante parce que ça renvoie à ce qui avait fait notamment défaut lors de la saison 2020-2021. C'était cette absence justement de cadre performant. Et on sait très bien que tu as besoin, notamment pour évoluer au plus haut niveau de la première ligue, de compter, de capitaliser sur des cadres qui vont installer un cadre de performance. Si tu veux, quand je regarde notamment la colonne vertébrale d'Arsenal, ils étaient très rarement en dessous de 7 sur 10. Et donc, pour moi, c'est un indicateur qui est très important quand on parle de la compétitivité de la Première Ligue. Chose qui est très importante, c'est que tu peux t'appuyer sur des cadres. Alors, peut-être que notamment en défense centrale, Saliba fait une très bonne saison, mais je ne le considère pas encore comme un skipper, c'est-à-dire un skipper à l'image d'un Ruben Dias, à l'image d'un Van Dijk, parce qu'il est encore notamment dans l'antichambre, mais oui, je pense que ça va arriver. Notamment un après-Coupe du Monde qui a été un petit peu compliqué. Moi, je pense que ça va arriver, mais toujours est-il, notamment, tu as pu compter, bien évidemment, sur Thomas Partey, tu as pu compter sur Odegaard, tu as pu compter sur Saka, les joueurs qui ont contribué, Ramsey, même si sa fin de saison, elle a été un peu moins aboutie, tu as pu compter notamment sur des cadres qui t'ont installé un niveau de performance sur lequel les autres joueurs devaient s'ajuster. Et il y a quelque chose qu'on a très peu évoqué, enfin si moi j'avais déjà évoqué, c'est que tu peux compter sur une équipe de capitaines. C'est pas anodin de voir que Zinchenko est capitaine en sélection. Thomas Partey a ce leadership notamment du côté du Ghana. Odegaard a eu le brassard que ce soit en sélection avec Arsenal bien évidemment. Donc tu as pu notamment compter sur ce type de joueurs qui ont été fortement responsabilisés. Et à partir du moment où ils ont été fortement, et j'ai oublié bien évidemment Granit Xhaka, à partir du moment où il y a ces joueurs qui ont été fortement responsabilisés et qui sont capables d'avoir ce leadership, ça renvoie notamment à ce qui faisait notamment défaut du côté d'Arsenal. C'est-à-dire qu'on reprochait très souvent, notamment dans les années sombres d'Arsenal, de ne pas avoir de joueurs qui allaient taper du poing sur la table. Mais quand je te dis taper du poing sur la table, c'est pas entre guillemets faire les gros yeux, sortir les gros muscles. C'est dans les moments de difficulté maximale. Et Arsenal en a eu, pas seulement en fin de saison, mais aussi tout au long de la saison, notamment sur les matchs serrés. C'est qu'il y a des joueurs qui ont été capables de prendre le ballon. Pour moi, le plus bel exemple, c'est Zinchenko face à Manchester United. Sa rencontre. Incroyable. Il était très bon. Alors que dans l'absolu, on parle que d'un défenseur de manière théorique. Mais sa personnalité, cette capacité à demander le ballon dans les moments maximaux te font dire que notamment ces joueurs qui sont des capitaines dans l'âme, eh ben, ils ont pu aider Arsenal à justement surtout, traverser des périodes compliquées. Rapidement, c'est qu'en fait, durant toute la saison, tu as à chaque fois des joueurs qui ont su prendre le relais quand des joueurs étaient un tout petit peu en dessous. Oui. Chaque joueur a eu sa grande période. C'est ça, en fait, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Je te redonne la parole juste après, mais pour recentrer un petit peu, on a décidé de citer 3 cadres, mais tous les joueurs de l'effectif d'Arsenal ont évidemment fait une grande saison, et je vais te laisser les énumérer si tu veux au cas par cas ou si tu veux mettre en avant. Bien sûr, tu vois, Elton parlait de Zinchenko. Zinchenko, il a notamment une très grande période où il est en feu après la Coupe du Monde, notamment son mois de janvier-février, où à ce moment-là, il est impressionnant. Avec ballon, à chaque fois qu'il se recentre aux côtés de Thomas Partey, il arrive à trouver les bonnes lignes de passe pour réussir à trouver des joueurs entre les lignes. En fait, Zinchenko,
comme l'a dit Elton, c'est un latéral gauche, mais en réalité, il y a un moment, notamment sur le mois de janvier-février, c'était l'un des principaux créateurs d'Arsenal, en fait. Parce qu'à chaque fois, il arrivait à lui aussi initier le jeu. Bon, on a parlé évidemment de Bukayo Saka, qui a été très bon également pendant quasiment toute la saison. Pareil pour Odegaard. Martinelli aussi a eu des périodes très bonnes. Sa première partie de saison, de août jusqu'à novembre, il est très bon. Là, récemment, juste avant la période compliquée d'Arsenal, entre la 25e et la 30e journée, Martinelli a quasiment été décisif à tous les matchs. Pareil, il termine la saison quasiment, je crois, à 15 buts, Martinelli. On n'a pas parlé de Ben White, mine de rien. Ben White, pour moi, a été exceptionnel cette saison. Ah oui, non mais moi surtout, ce qui m'impressionne avec Ben White, c'est que moi, le premier, j'avais des doutes sur sa capacité à jouer latéral droit. Je m'en rappelle. Ouais, j'avais des doutes sur sa capacité à jouer latéral droit parce que... Je sais de quel match tu vas parler. Je sais de quel match tu vas parler. Non, j'ai même pas forcément de match en tête. Du match contre Crystal Palace où il fait un bon match contre Wilfried Zaha. Les deux, j'ai envie de dire. Ouais, non, mais en tout cas, effectivement, oui, c'est vrai qu'il avait fait un très bon match. C'était la première journée de championnat, la victoire 2-0 contre Crystal Palace. Mais moi, j'avais quelques doutes parce que je trouvais que Ben White, c'est un joueur qui manque parfois un peu de vitesse. Tu sais que quand tu joues ailier et que justement tu joues contre des profils comme Wilfried Zaha, comme des Mbemo, toute la saison, des joueurs vifs, rapides qui vont te mettre un peu le bouillon, je me suis dit que par moments ça allait être un peu compliqué pour Ben White. Et finalement, en fait, non. Il a su s'adapter, il a surtout montré que c'était pas un feu de paille en fait, qu'il était vraiment capable de tenir cette position de latéral droit. Comme j'expliquais tout à l'heure sur les phases avec ballon, il reste souvent un petit peu derrière aux côtés des défenseurs centraux Gabriel et Saliba. Mais même avec le ballon, par moment, il a su faire des différences, Ben White. Il a su par moment déborder, faire des centres. Il a dû avoir quelques passes décisives également durant la saison en Première Ligue. Donc moi franchement, j'ai été agréablement surpris par Ben White. Il faut savoir qu'à la base, ça qui est drôle, c'est qu'il joue latéral droit parce que Tomiyasu il est blessé en début de saison, notamment durant la pré-saison. Ensuite, en début de saison, Tomiyasu est toujours blessé, donc Ben White est conforté dans cette position de latéral droit. Et finalement, en fait, il est tellement bon dans cette position que Mikel Arteta décide de le conserver. Et puis Arteta a aussi cette tendance à conserver une équipe quand elle gagne avec la bonne dynamique. Moi, c'est quelque chose que j'ai observé. Ça, c'était il change rarement son 11 sans raison, et c'est ce qui a été une bonne chose l'année dernière notamment. Mais ça a été une bonne et une mauvaise chose. Ça a été une bonne chose parce qu'effectivement, ça a permis de créer un engouement, ça a permis de créer une dynamique. Mais aussi, tu sais, tout à l'heure, j'expliquais un peu le projet de jeu d'Arsenal, je parlais de ce 3-2-5. Et que là, les équipes nous attendaient de plus en plus. Non, même pas, c'est que le 3-2-5, en fait, c'est un plan de jeu qui reste exigeant. Et c'est pour ça que toutes les équipes ne jouent pas en 3-2-5. Tu joues quand même avec 5 attaquants, tu peux vite être exposé. Tu joues avec un latéral qui joue à l'intérieur du jeu, donc sur les phases défensives, notamment sur les transitions défensives. Il faut savoir notamment gérer la largeur et gérer les côtés. Donc c'est un plan de jeu qui est très exigeant. Il y a Liverpool notamment qui joue aussi un petit peu de cette manière ces dernières semaines. Et le truc, c'est que on l'a vu, quand tu avais un joueur parfois comme Saliba par exemple qui était blessé en fin de saison, bah tu peux pas le remplacer aussi facilement. Parce que vu que c'est un projet de jeu exigeant et que tu joues à 50 mètres de ton but, il te faut des joueurs qui puissent rentrer dans ce projet, dans ce modèle de jeu. Alors, on va pas refaire la fin de saison d'Arsenal parce qu'on a fait une émission récemment où on était revenu un petit peu sur cette course au titre décevante, mais dans ce bilan, on est obligé de repasser un petit peu dessus quand même, Elton. Non, on a parlé des choses très positives, de tout l'enthousiasme qu'il y a eu du côté d'Arsenal. Et puis, comme l'année dernière, comme aussi sur la saison d'Unai Emery, son avant-dernière saison, avant qu'il soit limogé, il y a ce manque de souffle qui arrive entre la 25e et la 33e journée avec cette série de matchs où Arsenal ne prend plus de points. Et là, cette année, c'était le mois d'avril où Arsenal a complètement perdu ses moyens entre manque d'expérience et manque de dynamique avec certains joueurs, notamment certains cadres blessés. On le voit ce mois d'avril qui a tout simplement enterré les espoirs de titre des Gunners. Oui, bon, même s'il y a eu aussi des victoires comme face à Newcastle, il y a eu le match nul face à Liverpool. La victoire contre Chelsea. La victoire contre Chelsea. Donc tout ça pour dire, tout n'est pas à jeter. Mais non, mais il y a ce moment qui freine et il intervient dans les saisons un petit peu charnières d'Arsenal depuis le départ de Wenger, un petit peu au même endroit. C'est une marge de progression et c'est une marge de progression qui est énorme, c'est-à-dire sur cette capacité à aller chercher un titre. Et ça, c'est quelque chose qui, encore plus face à Manchester City, n'est pas acquis. Je vous renvoie à ce qu'avait fait notamment Liverpool lors de la saison 2018-2019, qui était dans ce cas-là. C'était un peu plus compliqué pour Liverpool d'aller chercher ce titre parce que tu sais que d'un côté, Manchester City ne va pas céder 2 points et que de l'autre côté, la focale sera davantage sur toi, notamment sur ta capacité justement à faire tomber le champion en titre. Et il a été question de ça du côté d'Arsenal, avec encore plus cet avantage à un moment donné qui était conséquent au cœur de l'hiver. Donc tu es arrivé notamment sur ce sprint final avec ce regard qui était davantage porté sur toi. Est-ce que tu allais résister à la pression? Est-ce que tu allais notamment sur cette fameuse confrontation à l'Etihad non seulement être compétitif, mais remporter ce match? On a bien vu que ça n'a pas été le cas. Et donc tout ça a contribué à quoi? Tout ça a contribué à fragiliser les effectifs, à fragiliser notamment les têtes, parce que c'est quelque chose de très important. Parce que pour expliquer notamment le sprint final d'Arsenal, c'est
c'est des éléments convergents pour expliquer cette fin de saison Bien qui sûr. a été plus compliquée, à savoir déjà la pression liée au titre. Bah oui, surtout ça, Il y a ouais. eu des blessures, un manque de réussite, notamment sur des rencontres. Je fais référence à Liverpool, je fais référence à West Ham. Et donc tout ça a contribué au fait que Arsenal, sur le sprint final, à la différence de Manchester City, et notamment sur des matchs où je vous renvoie notamment à l'exemple face à Brighton. Le 3-0, pour moi, il me paraît sévère, mais c'est la réalité du football, à savoir que Brighton a mis à profit cette capacité justement à être clinique. Arsenal ne l'a pas fait sur cette période charnière. Ouais, pour moi, il y a quand même surtout ces 4 matchs. C'est-à-dire, c'est Liverpool, West Ham et City. Enfin, 3 matchs, pardon. Southampton Et Southampton, aussi. pardon. Voilà, entre West Ham et City. Donc, pour moi, c'est ces 4 matchs-là. Ces 4 matchs-là, et pour moi, c'est surtout au niveau de la gestion du stress et de la pression. Et d'ailleurs, quand tu vois le scénario des matchs, bah voilà quoi. Il y a 2 matchs. On rappelle à Liverpool, tu mènes Arsenal mène 2-0 et contre West Ham, Mais- Arsenal Mène 2-0. mène 2-0 et une balle de 3-0 sur le penalty de Saka, ou je dis une bêtise? Exactement, je crois qu'ils ont une balle de 3-1. 3-1, Il exact. me semble. Mais voilà, c'est contre Liverpool, tu mènes 2-0, la première mi-temps, t'es vraiment au-dessus de Liverpool. Et en fait, tu reviens sur la seconde période, Liverpool te met la pression, ils reviennent à 2-1, ils reviennent à 2-2 en toute fin de match. Après, ça, c'est une composante que j'ai remarquée chez ce Arsenal, aussi séduisant qu'il puisse être, c'est que quand ça mène 1 ou 2-0, ça va laisser le jeu un petit peu se faire et ça va pas vouloir aller tuer les matchs En vrai, comme pouvait le faire avant le Barça, le Bayern. oui, mais en vrai de vrai, ça a été surtout le cas sur la fin de saison. Parce que si tu prends vraiment de la première à la 30e journée, ça s'est pas forcément réalisé, ça. Ce que tu es en train d'expliquer. Moi, c'est quelque chose que j'ai observé Ah sur ouais toute la saison, même si les résultats étaient là. Quelquefois, il y avait toujours un moment où tu te disais, De toute manière, l'équipe, oui. elle toute peut manière- marquer un but. Je pense que de toute manière, ça fait partie du propre de l'être humain déjà de base. À partir du moment où tu mènes 2-0, je pense que tu te vois quand même dans un certain lit de confort et donc tu peux reculer. Ça, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'équipes. Mais effectivement, ce qui a été vraiment gênant, c'est cette incapacité à gérer la pression du titre. Parce que mine de rien, quand tu arrives de la 30e à la 38e journée, ce sont des matchs où tu sais très bien que tu es tout proche de la ligne d'arrivée. Et donc, comme l'a dit Elton, le focus, il est sur toi. On attend à ce que tu gagnes, on attend à ce que tu ne lâches pas. Et donc, forcément, tu réfléchis 2 fois plus. Tu réfléchis un peu trop. Et je pense que c'est ce qui s'est passé un petit peu face à Liverpool, face à West Ham. Tu prends de la première à la 28e journée, des matchs où tu menais 2-0, il y en a eu très peu, où Arsenal s'est fait reprendre à 2-2, Ouais. voire aucun. Et donc, c'est arrivé 2 fois de suite, donc c'est pas anodin. Donc je pense qu'il y a eu une incapacité à gérer la pression liée au titre. Et puis je pense que aussi la blessure de Saliba a fait mal, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, parce que ça t'a empêché de jouer comme tu pouvais le faire d'habitude. Avec Holding, qui était un petit peu un niveau en dessous et qui surtout était moins adapté à la manière de jouer d'Arsenal, le fait de jouer à 50 mètres de ton but, ça t'a mis parfois en Et, difficulté. puis, il ça a n'a pas manqué- été, et ça n'a pas été la seule Et blessure. pour moi, il a manqué quelque chose à Arsenal qui est logique, surtout quand tu fais le contraste avec Manchester City, c'est cette forme de grandeur. C'est-à-dire que sur les sprints de fin de saison, les sprints de fin de saison sont associés à des images où des joueurs prennent le lead. C'est-à-dire que du côté de Manchester City, on ne va pas disserter sur Haaland, on l'a assez fait notamment sur un temps additionnel, mais tu as eu un Kevin De Bruyne qui est apparu, tu as eu Gundogan qui est apparu, ce qui renvoie à quoi du côté d'Arsenal? À cette incapacité justement à avoir ce gars qui va avoir cette grandeur sur le sprint final. Tu n'as pas Ouais. beaucoup d'images où il y a un joueur d'Arsenal qui est associé à une image forte sur la fin de saison. Ouais, sur la fin de saison, oui. Non, sur la non, fin de saison, il n'y en a pas. Oui, sur la fin de Si on saison. doit en prendre un, c'est peut-être Martin Odegaard, mais ça intervient, j'ai envie de dire, peut-être trop tard. Mais le mal était déjà oui, fait. mais voilà, C'est donc pour ça que ça intervient Donc tout aussi. ça pour dire que c'est aussi une marge de progression pour aller chercher ce titre, parce que c'est Rapidement, quelque chose de très C'est compliqué. ce que Après, on passe j'explique- sur la- c'est ce que j'expliquais sur Odegaard tout à l'heure. Et je trouve que, attention, Odegaard, juste qu'on soit très clair, il fait une immense saison. Moi, je le mettrais certainement dans mon équipe type de la première ligue. Ah, c'est Ça a quand été- même 15 c'était un- 15 buts sans pénalty. Exactement, ça a été vraiment le meneur de jeu, le créateur principal de cette équipe d'Arsenal. Maintenant, voilà, j'ai beaucoup d'exigences envers Odegaard parce qu'il est le capitaine déjà, et ça, c'est une marque forte de la part de Mikel Arteta. Et parce que finalement, Odegaard doit avoir à Arsenal le rôle qu'a Kevin De Bruyne à Manchester City. Alors, je m'attends pas forcément au même niveau de jeu d'Odegaard parce que Kevin De Bruyne est le meilleur joueur à son poste au monde, et en plus, il a beaucoup plus d'expérience. Mais je m'attends en tout cas à ce qu'il ait une régularité un peu plus forte dans les gros matchs, et notamment dans les matchs un peu chauds, comme ça a pu être le cas sur les matchs pour le titre. Tu l'as dit, Odegaard réalise une fin de saison qui est pas mauvaise, mais c'est sur des matchs où Arsenal avait un peu moins de pression, notamment la victoire contre Newcastle et la victoire contre Chelsea. Oh, la Ce- pression, elle était quand même de Enfin, de la maintenir, pression, de la elle maintenir était- sur Manchester oui. City, justement. Oui, mais Ouais, elle était un peu moins forte. Arsenal était Oui, très non, mais important. je vous dis la vérité, elle était un peu moins Oui, forte. oui, oui, parce je que comprends ce Manchester que tu City dis. était passé devant. Oui. Tu vois, mine de rien, quand Manchester City passe devant Arsenal, Arsenal a un tout petit peu moins de pression en quelque sorte. Parce que c'est bon, entre guillemets, le mal est fait, City est passé devant toi. Oui, mais c'était le seul qui les a empêchés, j'ai l'impression, quand même, de couler. En Oui, prenant bien le sûr. lead dans le jeu et aussi dans les stats, Oui, en marquant il des buts les a un petit importants. peu maintenus en vie.
Mais la réalité, c'est que, encore une fois, pour moi, vraiment, le moment charnière de la saison, le moment charnière qui te fait perdre le titre en quelque sorte, c'est cette série de 4 matchs. Bien sûr. C'est cette série West Ham, Southampton, Liverpool, Manchester City. Cette course au titre, elle est décevante, mais maintenant on est obligé quand même de passer au débat. Le débat, cette question qui a fait des énormes frictions sur les réseaux sociaux entre supporters, entre suiveurs de football. Est-ce que cette saison, Elton, on peut dire quand même qu'elle est réussie pour Arsenal? Quand on posait la question, sur Twitter notamment, on a vu un courant de supporters ou un courant de suiveurs de football qui ne sont pas forcément les supporters se dire évidemment que c'est une déception, Arsenal avait 12 points d'avance. Alors déjà, de ce point de vue-là, il est important de remettre les points sur les i. Arsenal n'a comptablement jamais eu plus de 5 points d'avance sur Manchester City. Une fois, il y a eu 8 points d'avance, mais Manchester City avait une journée de retard. À journée égale, Arsenal n'a jamais compté plus de 5 points d'avance sur Manchester City avec toujours ce match face à eux qui les menait. Donc, c'était une avance qui était quand même confortable, mais pas si large que ça. Est-ce que cette saison d'Arsenal, à cause de ce scénario décevant, empêche le fait de dire que c'est une saison réussie pour Arsenal? Le problème d'Arsenal, c'est que tu as suscité de l'espoir. Et donc, comme tu as suscité de l'espoir, tu as mal habitué notamment ton entourage. Et c'est pour moi quelque chose qui est très important parce qu'à partir du moment où Arsenal avait 5, allez, jusqu'à 8 points de retard par rapport à Manchester City, 8 points d'avance, ouais. Arsenal n'était plus, entre guillemets, en condition de pouvoir gagner la Première Ligue. Il devait gagner la Première Ligue, selon notamment ce qui est dit. Mais encore une fois, dès que tu as du recul, et c'est peut-être ça le problème actuellement, notamment dans cette manière d'analyser les résultats, c'est qu'il y a ce manque de recul. C'est inhérent au fait que Arsenal était leader de Première Ligue. Et à partir du moment où ils ont été longtemps leader de Première Ligue, il faut savoir, ils ont été quoi? Plus de 220 jours leader de Première Ligue cette saison. 245. C'est quand même énorme. C'est le plus de jours en Première Ligue dans l'histoire de la Première Manchester City, c'est quoi? C'est 60 jours. Si je dis, c'est quoi? C'est moins de 60 jours. Donc tout ça pour dire que la balance... Voilà, j'ai même très très surcoté. Donc c'est une vingtaine de jours. Donc tout ça pour dire, Arsenal a accompagné le feuilleton Première Ligue, saison 2022, saison 2022-2023 comme étant le leader. C'est-à-dire que dans la rétine, notamment du spectateur, c'était le leader de Première Ligue. Donc c'est très difficile, entre guillemets, d'arriver sur les 3 quarts de la saison avec un Arsenal leader et se dire que ce même Arsenal-là redescend d'un cran et qu'en gros tu te dises, ouais, mais comment ne pas être déçu? Mais ça, c'est quelque chose, c'est un raisonnement qui est très humain. À savoir qu'ils ont suscité l'espoir. Mais encore une fois... Moi, je dis, c'est pour ça qu'il faut avoir du recul. Tu as été rattrapé par des limites structurelles liées à la nature de ton effectif. À savoir que, notamment, pour arriver sur ce sprint final, pour avoir ces joueurs qui vont t'amener tout là-haut, et ben forcément, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vais peut-être reformuler la question. Est-ce qu'il est possible de dire que la fin de saison d'Arsenal est très décevante, mais que la saison est réussie? Bien sûr. Bien sûr. Je suis d'accord. Bien évidemment qu'il peut y avoir de la déception. Et Elton l'a très bien expliqué. Il y en a, on va pas se mentir. Il y en a de la déception. C'est légitime d'être un petit peu déçu parce que le titre était apporté. C'est bizarre d'être indifférent à ce qu'a fait Arsenal sur la fin de saison. Bien sûr. Mais moi, pour juger une saison, pour moi, il y a 3 critères. D'abord, il y a le résultat. Le résultat par rapport aux objectifs. L'objectif, c'était de terminer dans le top 4. Arsenal a fait bien plus que l'objectif. Ils ont terminé 2e en ayant un matelas très confortable sur la 4e place. Donc l'objectif est réussi, d'autant plus qu'Arsenal n'a pas terminé dans le top 4 depuis la saison 2016-2017. Donc déjà, ça, c'est une immense performance en soi. Première chose. Deuxième critère, c'est le contenu. Dans le contenu, on l'a dit pendant toute l'émission, Arsenal a été l'une des plus belles équipes, l'une des équipes les plus attrayantes de la saison en Première Ligue. Alors, il y a Manchester City également qui a été une équipe qui a été très belle à avoir joué, notamment sur la 2e partie de saison. Tu as également Brighton également, qui a été une très belle équipe à avoir joué en Première Ligue. Mais Arsenal, franchement, pendant au moins 25 journées, pour moi, dans le contenu, ça a été la plus belle équipe, l'équipe qui produisait le plus beau football en Première Ligue. Donc le contenu, c'est aussi validé. Et la 3e chose qu'on a tendance à oublier, et qui pour moi est peut-être la plus importante, c'est les émotions que tu as procurées à tes supporters. Et mine de rien, Arsenal, en termes d'émotions, si tu vas voir les supporters, tous les supporters ont vécu de superbes émotions avec Arsenal. Je parlais tout à l'heure des matchs où Arsenal a su revenir au dernier moment, la victoire contre Aston Villa, la victoire contre Bournemouth. Ça, c'est des images qui vont rester en mémoire, en fait. Quand on va se souvenir de cette saison 2022-2023, on va se souvenir de la frappe de Nelson, on va se souvenir de la frappe de Jorginho, on va se souvenir de la très belle première mi-temps contre Tottenham au mois de janvier, je crois que c'était le 15 janvier de mémoire. On va se souvenir de cette victoire à la dernière seconde contre Manchester United avec le but de Eddie Nketiah. On va se souvenir de rien de... Jorginho, oui, je l'ai déjà dit. La victoire également dans les derniers instants contre Fulham en début de saison avec le but de Gabriel. Il y a énormément d'images qui vont rester en mémoire.
Et je pense sincèrement que les supporters d'Arsenal ont vécu l'une de leurs plus belles saisons sur les 15 dernières saisons. Depuis la saison 2005-2006 où tu fais finale de Ligue des Champions, il n'y a pas beaucoup de saisons d'Arsenal qui passent devant celle-ci. Il y a peut-être la saison 2008-2009 où tu fais une demi-finale de Ligue des Champions et tu es également impliqué dans la course au titre pendant un bon moment, avec la très belle génération, Nasri, Fabregas, etc. Il y a aussi la saison 2015-2016 où tu es également dans la course pour le titre face à Leicester pendant un bon moment de la saison. Mais quand même, là, tu as été dans la course pour le titre face à Manchester City pendant un long moment. Tu as vécu des moments forts, des moments forts en termes d'émotion. Tu as vu ton équipe jouer un super football. Tu as vu une équipe jeune. On rappelle qu'Arsenal est l'équipe la plus jeune de Première Ligue, avec des joueurs issus du centre de formation. Je pense notamment à Bukayo Saka. Attendez, en termes d'émotion, Arsenal a vécu l'une de ses plus belles saisons. Et puis, tu sais, c'est ce qui fait la différence, par exemple, avec le Paris Saint-Germain, par exemple, tu vois. En termes de résultats, déjà, c'était raté, parce que, en Ligue des Champions, ils n'ont pas réussi le job. Mais tu vois, tu pourrais dire que, mais en termes de résultats, ils ont réussi leur objectif en Ligue 1, par exemple. Mais en termes d'émotion, c'est le niveau zéro. Les supporters parisiens, par exemple, n'ont pas vécu d'émotion. Et c'est pour ça que je te dis, et j'insiste sur le fait que le critère émotion est pour moi un critère hyper important quand tu juges la réussite d'une saison ou non. Et donc pour moi, les 3 critères sont remplis. Donc la saison, elle est plus que réussie. Mais elle comporte une déception à la fin. Et pour conclure là-dessus, comme a dit un chroniqueur très connu du Club des 5, quand on regarde dans le rétro, on se rappelle quand même qu'il y a 2 ans, Arsenal était 8e de la Première Ligue. 8e. Et t'as des gens qui te disent que la saison, elle n'est pas réussie. Moi, ça a le don quand même de m'énerver. Et Arteta en a parlé d'ailleurs. Et il a dit une phrase qui était très juste. Il a dit... Les personnes qui te disent que la saison était ratée étaient les personnes qui mettaient Arsenal 5e, 6e ou 7e en début de saison. Tu vois, personne en début de saison te mettait Arsenal 2e. Alors, donc il y a un moment où... Pour conclure, alors peut-être Elton, on va conclure avec cette autre question sur laquelle je vais vous laisser rebondir une fois et ensuite on va clôturer ce temps additionnel. Est-ce que peut-être, pour ne pas que cette saison passe aux oubliettes, mais n'ait pas l'impact qu'elle mérite, il s'agit de... pas réitérer, mais presque relever ce défi la saison prochaine, parce que c'est quand même important de se maintenir à un niveau de compétition, et il serait peut-être décevant là, si l'année prochaine Arsenal finit top 4, de ne pas avoir réitéré la saison qui a été faite cette année. Tu veux que je te dise quelque chose, Sam, par rapport à ce qu'on a dit, notamment sur la fin de saison qui a été compliquée du côté d'Arsenal, et donc par rapport à tout ce que ça a engendré, il est important d'avoir cette frustration. Il va falloir s'en nourrir dans la perspective de la saison prochaine. Parce que clairement, si tu te dis qu'avec la frustration qu'on a eue en fin de saison, comment on va l'optimiser ? C'est-à-dire que la frustration, on a tendance à dire, voilà, je suis frustré et c'est un état qui va être temporaire. Non, c'est un truc qui doit t'accompagner. Je vais vous renvoyer à ce qu'a fait Manchester City cette saison. Peut-être que sans la frustration énorme du Bernabeu, ils ne sont pas en finale de Ligue des Champions. Bien sûr. Donc c'est pour ça que du côté d'Arsenal, je pense que, et j'en appelle notamment à la direction, que à partir du moment où ils ont fait une grande saison, mais qu'à côté de ça, il y a eu une fin de saison qui a été négative en ce qui concerne la lutte pour le titre, tu ne dois pas l'interpréter comme un truc, c'est une fin en soi. Tu dois te dire, c'est à partir de cette frustration-là, on va travailler encore plus dur pour avoir une équipe qui sera davantage compétitive. C'est-à-dire cibler nos manques, notamment sur le mercato estival, pouvoir ramener de la qualité du côté de l'effectif d'Arsenal, tout ça pour que Arsenal soit de nouveau compétitif, parce que pour moi, il y a quelque chose qui va être très important pour Arsenal, c'est cette fameuse pérennité. On sait très bien que la Première Ligue, c'est le renouvellement qui est permanent. La Première Ligue ne t'attend pas. C'est-à-dire que, encore une fois, tu peux être deuxième de Première Ligue, mais il n'est pas garanti que la saison prochaine, tu le sois de nouveau. Donc c'est pour ça que pour moi, il sera très important de voir Arsenal enchaîner 2 podiums de suite. Je crois qu'il faut revenir Il faut revenir aux années 2014, 2015, etc., pour voir Arsenal enchaîner 2 podiums de suite. Donc c'est pas comme si c'était quelque chose qui était vraiment normalisé, en tout cas sur les 3-4 dernières années. Et un facteur qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que l'année prochaine, Arsenal va jouer la Ligue des Champions et qu'il va falloir être capable d'être compétitif sur le volet anglais et sur le volet européen, ce qui n'a pas été le cas cette saison, même si c'est un petit peu moins blâmable. Bien sûr. Bon, déjà, c'est une super nouvelle de revoir Arsenal quand même en Ligue des Champions, parce que ça fait très longtemps qu'on ne les avait pas vus. Concernant cette fin de saison, moi, il y a quand même 2 choses qui me laissent penser que... Voilà, qui me laisse plutôt optimiste, c'est que premièrement, Arsenal a beaucoup insisté sur le processus dont je parlais tout à l'heure. On sent vraiment qu'il y a eu un plan, entre guillemets, qui a été établi avec en quelque sorte des checkpoints, et que pour le moment, justement, ils ont été plutôt validés, avec notamment cette capacité à terminer dans le top 4. C'est un projet quand même qui a commencé depuis 2019. Il y a un duo qui fonctionne très bien entre Edu et Arteta. Arteta également a un staff qui a été très bien construit autour de lui. Il a su construire aussi son équipe. L'équipe actuelle, c'est une équipe qui a été construite... Par exemple, Odegaard a été un joueur que Mikel Arteta voulait absolument, notamment après son prêt de la Real Sociedad. C'était de la Real Sociedad ?
qu'il avait été prêté à la Real Sociedad. Prêté de la Real Sociedad avant son arrivée. Donc je pense que voilà, cet été déjà va être hyper importante au niveau du recrutement. Il va falloir ajouter des joueurs qualitatifs qui vont pouvoir t'apporter quelque chose dans... Dis-moi. Il était prêté par le Real Madrid. J'ai un doute en fait. Ah non, il était prêté à la Real Sociedad. Mais il appartenait au Real Madrid. Il appartenait au Real Madrid. Il est retourné faire la pré-saison. Alors pour être très précis, Odegaard est prêté lors de la saison 2019-2020 à la Real Sociedad par le Real Madrid. Ensuite, il revient au Real Madrid lors de la saison 2020-2021 avant d'être prêté courant 2021 à Arsenal. C'est ça, du mois de janvier jusqu'à l'été. Donc voilà, ce que je disais que pour moi il y a deux choses. Déjà, effectivement, il y a cette frustration dont disait Elton, dont Arsenal va devoir sur lequel Arsenal va devoir miser. Et j'ai un autre exemple en tête qui est assez récent, c'est Liverpool. Liverpool en 2018-2019, exactement. Ils font deuxième en terminant avec 97 points, alors que City termine avec 98 points. Frustration. City termine la saison avec 14 victoires consécutives. Liverpool fait quasiment un sans faute également sur la fin de saison, sauf que City ne lâche aucun point. Et ils se sont servis de cette frustration pour la saison suivante, remporter le championnat en faisant en plus 99 points. Et sur les 27 premiers matchs, c'était 26 victoires, une défaite, je crois, ou 26 victoires, un nul pour les restes de Liverpool. Donc ils se sont servis vraiment de cette frustration pour pouvoir passer un cap. Donc déjà, Arsenal va devoir, pareil, se servir de cette frustration pour pouvoir revenir avec de meilleures intentions. Et là, ça va être surtout le job de Mikel Arteta qui va devoir mentalement réussir à conditionner son équipe et faire en sorte qu'il revienne la saison prochaine avec de meilleures intentions, avec cette volonté farouche d'aller remporter le titre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que je commençais à aborder, c'est au niveau du recrutement. On a vu notamment sur la fin de saison que certaines blessures pouvaient un petit peu handicaper Arsenal. Je pense notamment à la blessure de Saliba. Il y a eu aussi la blessure un petit peu de Thomas Partey. Il y a eu aussi la blessure un petit peu de Zinchenko. Et donc, on a vu qu'au niveau du banc, Arsenal avait un banc moins qualitatif que celui de Manchester City. Bon, même cet été, de toute manière, Arsenal ne réussira pas à avoir un effectif de la même qualité que celui de Manchester City, mais ils peuvent s'en approcher. On parle notamment de Declan Rice, qui pourrait être une très bonne recrue. On parle également de Caicedo, qui est un très bon joueur du côté de Brighton pour venir renforcer notamment le secteur au milieu de terrain. On parle aussi, pourquoi pas, d'un nouveau défenseur central. Alors on sait que du côté d'Arsenal, bon, tu as Saliba, Gabriel, tu as aussi Kivior qui a réalisé plutôt une bonne fin de saison. Maintenant, du côté de Kivior, on a du mal à se positionner. Est-ce que c'est vraiment un défenseur central qui peut t'aider vraiment sur une grosse partie de la saison, ou alors est-ce que c'est un défenseur central qui peut t'aider de manière ponctuelle? Là-dessus, en tout cas, moi personnellement, j'ai pas encore d'avis tranché. Tu as Holding qui pourrait peut-être partir, ou en tout cas, on a vu ses limites cette saison. Donc, pourrait y avoir peut-être un ajout au poste de défenseur central. Ça parle notamment beaucoup de Tu reconduirais Saliba, Gabriel? Ouais, je reconduirais les deux, mais pourquoi pas un troisième défenseur central pour mettre un petit peu de concurrence. Moi, si j'en prends un, je ne considère pas nécessairement comme numéro 3. Ah oui, voilà. Moi, j'ai bien envie de concurrencer Gabriel. Oui, c'est ça que je te dis. Moi, je mets de la concurrence, mais même je concurrence Saliba aussi. C'est-à-dire qu'en fait, du côté de Manchester City, c'est aussi ça qui fait la force de Manchester City. C'est qu'aujourd'hui, tu as des joueurs qui peuvent être sur le banc, tu vois. Tu as des joueurs cadres qui peuvent faire un petit passage sur le banc. Et je pense que du côté d'Arsenal, c'est important qu'il y ait cette concurrence-là, parce qu'on l'a vu cette saison, Arteta a utilisé le même 11 quasiment toute la saison. Sur la fin de saison, ça peut avoir un impact négatif. En tout cas, on a qu'une chose à dire, je pense, c'est qu'on a tous hâte de la suite concernant les Gunners. Il y a de la déception, mais les objectifs... On va le dire comme ça, il y a une grande déception, mais les objectifs ont été remplis. Donc on va dire le strict minimum est là. Arsenal est dans le top 4 et de retour en Ligue des Champions. Laissez-nous savoir, les socios, si vous avez apprécié cette discussion, si vous avez des avis qui divergent de ceux de nos chroniqueurs, et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et évidemment, ça c'est très important, les pouces bleus pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. On a été très ravis de vous avoir sur nos plateformes concernant ce débat. Merci beaucoup, Najim. Merci à toi, merci aux socios. Et puis on se dit à bientôt pour un nouveau numéro du temps additionnel. Salut. Ciao.